Le cercle RH pour parler de l'intelligence émotionnelle, de l'IE. Non, pas de l'IA, de l'IE. On parle que d'IA, on va parler d'intelligence émotionnelle avec une définition. On va essayer de lui donner une définition à cette intelligence émotionnelle. Vous qui êtes manager, RH, décideur, chef d'entreprise, on en parle avec mes invités. Je l'évoquais tout à l'heure en faisant un clin d'œil à Olivia, le retour d'Olivia Copin sur le plateau. C'est un vrai plaisir, Olivia. Merci. Vous avez été une fidèle invitée de beaucoup de débats. Ravi de vous retrouver, coach, formatrice et avocate. Maintenant, surtout formatrice et... Mais de métier avocate. Tout à fait. Et les bons codes, c'est bien cela. Merci d'être avec nous parce que c'est un élément que vous transmettez, que vous enseignez, cette intelligence émotionnelle. Avec moi, et vous le connaissez, Frédéric Fougera, ravi de vous accueillir. Vous aussi, vous êtes un habitué de notre émission. Vous avez même été un chroniqueur, président de Tenkan Paris. Vous écrivez beaucoup. Votre dernier livre, L'élégance n'est pas une option. Le manager doit être un rôle modèle exemplaire en toutes circonstances. C'est sorti chez Bréal Studirama. C'est tout chaud. C'est tout chaud, il est tout chaud, avec des passages, encore une fois, assez émouvants parce que vous videz votre sac et qui viendra faire écho d'ailleurs au débat qu'on a sur l'intelligence émotionnelle. Samuel Tamagno, ravi Samuel de vous accueillir. Vous êtes tous les trois des habitués de l'émission. Président France, député CEO Morgan Phillips Group, RH 360. RH 360. La gestion des talents, l'acquisition des talents et la gestion des talents jusqu'à la transition professionnelle, interne ou externe, en l'occurrence l'outplacement, si on parle de la sortie. Voilà. Out, on, out. À quel moment dans le processus vous utilisez, quand vous avez un client ou un prospect, le mot intelligence émotionnelle? Est-ce que c'est un mot de journaliste qui fait vivre un peu les revues, les magazines, on l'utilise? Est-ce que vous, dans votre business, vous l'utilisez ce mot? Alors, de plus en plus, parce que les clients nous le demandent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être capable de gérer des hard skills, ça, tout le monde est capable de le faire. Mais par contre, de partir sur la partie soft skills et de gérer cette fameuse intelligence émotionnelle, en tout cas déjà de la déterminer, c'est extrêmement important parce qu'on nous demande aujourd'hui des managers avec de plus en plus d'intelligence émotionnelle. C'est ce qu'on vous demande. On vous dit, je vois quelqu'un qui a de l'intelligence émotionnelle. Et comment vous le décryptez, vous, votre définition, avant de faire le tour avec nos deux invités? Notre définition à nous, c'est... Cool, sympa, ouvert Oui, enfin empathique, être capable de gérer du stress. De plus en plus, les managers fonctionnent en mode projet, donc c'est aussi beaucoup de projets transverses. Donc être capable aussi d'attirer l'intelligence émotionnelle des autres. En fait, c'est aussi de jouer avec l'intelligence émotionnelle des autres. C'est pas uniquement sa propre intelligence émotionnelle. Et parce qu'on a tous des biais. En fait, ça sert à rien de lutter. Automatiquement. Ah ben bien sûr, ça sert à rien de lutter contre, mais il faut faire avec, en fait. Frédéric Fougera, vous avez été manager, directeur de la communication d'un grand groupe dans l'immobilier. Pas que. On ne peut pas réduire ça juste à un dernier poste, quand même. Un dernier poste, c'est vrai. Mais vous avez décidé, vous le racontez dans votre livre, page 12, quand vous racontez votre expérience, vous avez décidé de renverser la table, de changer de vie et de devenir consultant. L'intelligence émotionnelle, quand vous l'étiez, vous l'avez subie ou vous l'avez fait vivre ? Les deux, c'est exactement ce qu'il m'avait dit. C'est un échange entre les personnes. L'intelligence artificielle, le lapsus. L'intelligence émotionnelle, c'est exactement le contraire de l'intelligence artificielle. C'est de l'intelligence réelle. C'est de l'authenticité, c'est du vrai. C'est du quotidien. C'est être capable d'avoir des émotions et de les partager. C'est aussi être capable de percevoir les émotions des autres et d'interagir avec les autres avec nos émotions. On n'est pas seulement des machines. On n'est pas artificiels. Nous sommes des humains. Cherchez la définition de Wikipédia, vous allez me dire c'est trop facile, mais c'est une définition sur Wikipédia tirée d'études américaines extrêmement scientifiques et je vais la retrouver. Olivia Copin, vous qui accompagnez, c'est quoi? C'est le centre, c'est le cœur de votre message et j'ai presque envie de dire de votre vie? En tout cas, c'est le cœur de mon métier parce que c'est vrai que vous avez un terme très générique autour de l'intelligence émotionnelle qui recouvre énormément en fait, de soft skills. L'intelligence émotionnelle, c'est d'abord le rapport à soi, c'est comprendre ses émotions, comprendre son mode de fonctionnement, comprendre ses mécanismes. Et on a de la chance parce que souvent ces mécanismes sont assez universels. Quand on comprend les siens, on est capable d'aller voir chez les autres et comprendre un petit peu les fonctionnements. Donc c'est la conscience de soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui a un impact sur mon mode décisionnel, mon mode de pensée. C'est la conscience sociale. Est-ce que je suis capable de repérer les émotions des autres? C'est aussi l'altérité. Être capable de manager la différence. C'est être ouvert comme ça, quoi. Eh bien, oui, parce que
qu'il y a aussi donc, la gestion il y a la gestion du conflit, il y a identifier les signes faibles. Finalement, c'est un ensemble de compétences. Et c'est vrai que souvent, quand on pense à l'intelligence émotionnelle, il y a le côté être empathique, être gentil, être bienveillant. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus riche. C'est vraiment la capacité à développer des compétences qui sont liées en fait à la compréhension de son propre mécanisme et donc à celui des autres. Et effectivement, donc il faut aller faire une psychanalyse pendant 13 ans avant de devenir manager. Mais en tout cas, quand on est manager, en fait, si vous voulez, pour moi, il y a deux phénomènes qui sont vraiment liés. Il y a le bouleversement qui est en train de vivre le monde du travail à travers les nombreuses réorganisations dont on est en train de parler, l'intelligence artificielle qui arrive. Donc tout ça, ça va demander de l'agilité aux managers, de l'agilité aux travailleurs. Et ça, du coup, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle, savoir s'adapter, c'est la posture, rebondir. c'est le regard, c'est le temps de silence, c'est la capacité de laisser passer l'autre dans ses souffrances. Aussi, en allant jusque-là. Mais même au-delà de ça, c'est être capable de résilience et se dire, voilà, mon cadre de travail a changé, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir, du coup, faire face à ce changement. Et juste un dernier point. Allez-y, Olivia. Il y a aussi toute la partie intergénérationnelle. Il faut savoir que la génération Y et Z, eux, attendent leur manager sur la compétence relationnelle, loin derrière les de compétences. Alors, en tout cas, une intelligence des gens, une intelligence situationnelle qui est quand même beaucoup plus élevée que celle qu'auparavant. Wikipédia, l'intelligence émotionnelle IE est la capacité d'une personne à percevoir, comprendre, gérer et exprimer ses propres émotions ainsi que celles des autres afin de résoudre les problèmes et réguler les comportements liés aux émotions. On est vraiment dans le pure soft skills. Il n'y a aucune évaluation. Je veux dire, quand un client vous dit « trouvez-moi la perle rare », il faut qu'il ait de l'intelligence émotionnelle, il faut qu'il soit super fort techniquement, qu'il sache gérer le stress et qu'il travaille 70 heures par semaine. On peut travailler sur quelques sujets lors d'assessments très, très, très précis, définis avec le client sur quels critères. Quelques critères. Alors, il existe des outils. Bon, maintenant, nous, on en teste quand même pas mal. Très franchement, c'est quand même avant tout une discussion qui doit s'opérer la plus franche possible sur qu'est-ce que vous avez géré comme projet, comment vous les avez gérés, quelles ont été les interactions, quelles ont été les réussites et aussi les échecs. Pour analyser les échecs et pourquoi il y a eu échec. Parce qu'en fait, c'est un accélérateur de... Enfin, moi, je considère qu'aujourd'hui, cette partie-là d'intelligence émotionnelle, c'est un accélérateur de carrière. Si on sait bien le prendre, en fait. Frédéric, je m'autorise, puisque vous l'avez écrit, donc vous l'assumez. Vous dites en page 12 quand même des choses fortes qui viennent donner un éclairage à ce que peut ne pas être une intelligence émotionnelle. Quand elle n'est pas vécue, ça donne ça. À un moment donné, j'ai décidé de changer de vie, profitant d'une trahison cruelle d'un côté, accompagnée de beaucoup de lâcheté, manipulée par l'aveuglement d'un ego surdimensionné. Une fenêtre de sortie m'était offerte. Enfin, vous décrivez quelque chose qui est alors l'inverse de ce qu'on décrit depuis le début de l'émission, une souffrance terrible qui fait que vous allez renverser la table. En fait, je partage des émotions. Et là, vous mettez vos émotions dans le livre, là. En l'occurrence, c'est un exercice qui m'avait été demandé et qui a été repris en introduction de ce livre. Des confessions secrètes, une pensée secrète évoquée une partie de sa vie de dirigeant, de manager, qu'on n'évoque pas ou qu'on ne partage pas, qu'on ne met pas en lumière. Mais il vous a manqué quoi en face? L'altérité n'avait pas d'intelligence émocionnelle, n'avait pas de capacité à entendre ce que vous lui disiez? Il n'y avait pas, il y avait aucune intelligence émotionnelle. Il y avait une machine plutôt inhumaine. Voilà, donc et juste un mot, c'est antinomique avec le management toxique, parce que dans les articles aujourd'hui de management, même dans les écoles, dans des revues un petit peu scientifiques, on parle beaucoup de ce management toxique. C'est l'opposé, c'est l'exact opposé, le management IE, juste... Je ne suis pas certain qu'il faille opposer les deux. J'évoque beaucoup le management toxique dans mon livre. Oui. Le management toxique, il y a une intention de nuire, alors consciente ou inconsciente, mais il y a quand même une action qui est faite. Parfois, on s'en rend pas compte. Nuire. Là, dans ce que j'évoque, il n'y a pas de volonté de me nuire. Non. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est justement le manque d'empathie, le manque d'intelligence émotionnelle qui fait qu'il n'y a aucune compréhension d'une situation qu'on me fait subir et que donc que je vis avec grande violence et brutalité. Le management toxique, c'est autre chose, c'est plus complexe. C'est pervers. Il y a de la perversité, c'est beaucoup plus complexe. Ça peut l'être. Ça peut l'être, oui. mais Olivia, c'est pas forcément lié. Toxique, parce que vous les avez dans vos salles de formation, ces managers qui couvrent des grands yeux. Oui, alors moi je pense qu'on peut l'enfer est pavé de plein de bonnes intentions. Donc on peut être quelqu'un d'extrêmement bienveillant, vouloir bien faire, un bon petit soldat, et être un manager toxique dans le sens où finalement... On exécute quoi. On exécute, ou surtout vous avez des personnes qui traversent leur vie professionnelle en ayant... Finalement, l'intelligence émotionnelle, c'est une forme de miroir. C'est-à-dire, quelle image me renvoient les autres, sur quel point je dois travailler,
Et donc, du coup, si vous traversez la vie professionnelle... Est-ce que j'accepte qu'on me critique, excusez-moi, parce qu'il y a un vrai enjeu. La critique, l'intégrité. Et puis, alors, il y a plein d'outils comme ça, on ne peut pas les aborder ici, mais l'analyse transactionnelle, les drivers de motivation, il y a plein d'outils au-delà du divan, du psychanalyste qui permettent aux coachs et aux formateurs d'accompagner en fait, les managers sur ce point-là. Mais vraiment, l'idée, c'est d'arriver finalement à être assez lucide. C'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est arriver à être lucide sur ces méthodes de management pour accueillir les critiques. Et puis, vous parliez de c'est un très bon exemple de résilience. C'est aussi, une fois qu'on a identifié les émotions, c'est aussi être capable de rebondir et de finalement créer une opportunité à partir de quelque chose qui peut être très douloureux. Ce que raconte Frédéric, ça, c'est d'ailleurs. typiquement aussi lié à l'intelligence émotionnelle. Comment renaître d'expériences qui sont parfois non pas du management émotionnel, mais un management violent et douloureux. Concrètement, l'objectif business, parce que on parle d'intelligence émotionnelle, c'est important de se sentir bien, d'être accompagné, et réciproquement que le manager ait les outils. Pour le décideur qui vous donne les instructions, c'est quoi? C'est maintenir les gens engagés, motivés, déterminés. Il y a une finalité côté RH et Olivia? La finalité, c'est de trouver le manager le mieux adapté aux situations. Et comme vous le dites fort justement, Olivia, aujourd'hui, ça bouge très vite. Donc en fait, il faut avoir des managers qui sont capables de réagir à droite ou à gauche extrêmement rapidement. Nous, on a une activité de management de transition. Aujourd'hui, elle explose parce qu'il y a de plus en plus de collaborateurs, de collaboratrices qui viennent nous dire, attendez, moi, le côté politique, tout ça, stop. Le management toxique, stop. Je viens dans l'entreprise pour... Je fais ma mission, je fais mon job. Et après, je m'en vais. Oui. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, le problème, c'est que ces gens-là pourraient postuler pour le poste en CDI. Mais ils n'y vont pas. Mais ils n'y vont pas. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a des managers qui n'ont pas une intelligence émotionnelle suffisante? Parce qu'ils sentent que la feuille de route n'est pas claire, en fait. Et justement, les comportements des uns et des autres sont plus toxiques qu'ils pouvaient imaginer quand ils ont pris la mission. Vous avez utilisé le mot. On fait beaucoup de politique en entreprise. Olivia, un mot, et Frédéric. Oui, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment un facteur business parce que ça permet de capter les meilleurs talents. Aujourd'hui, dans les entretiens d'embauche, les personnes qui sont en entretien demandent comment sont formés vos managers, est-ce qu'il y a une charte du travail, des bons comportements. Donc tout ça, ça en fait partie, ça fait partie de cette culture. Donc les capter, puis ensuite les garder. Comme vous le disiez, ça encore, c'est un autre enjeu. Donc là, vraiment, l'intelligence émotionnelle peut vraiment faire la différence. En enjeu, j'utilisais le mot business, c'est un très gros mot. Mais pas du tout. Mais il y a quand même l'enjeu de garder les équipes et de les faire performer quand même. Mais exactement, l'enjeu business, c'est la performance. Et la performance dans l'entreprise, dans une organisation, elle passe par l'humain. Et donc l'humain est clé. Quand vous recrutez quelqu'un, le candidat, il vient souvent avec l'image qu'il a d'une entreprise ou d'une organisation. Mais pourquoi il part? En principe, il part à cause d'une personne ou deux personnes. Souvent du manager. Hein. Et voilà. Je supporte plus, ça marche plus. Donc cette dimension business et performance, elle est essentielle. Donc on quitte une boîte pour son manager et on y reste pour son manager. Donc c'est un peu la relation qu'on a avec son banquier. Hein. C'est pas la marque de la banque qu'on aime, c'est le type qui nous reçoit quand on a un souci. C'est un peu ça la vie d'une entreprise. On rejoint une entreprise pour ses valeurs, pour l'opportunité professionnelle et on la quitte pour un manager. Mais on riait, vous avez souri tout à l'heure sur les jeunes avant de nous quitter. Les jeunes ont une propension plus forte à attendre et être exigeants de son manager. Est-ce que c'est lié à une forme de sociologie de la génération Y? On cherche son père qu'on n'a plus et on attend du manager qui joue le rôle du papa. C'est aussi bien une quête de sens qu'on n'avait probablement pas à leur âge. Voilà, on nous dit, tu apprends ton job, tu fais ton job, et puis en gros, tu te tais, puis on verra plus tard. Ouais. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire que si on n'explique pas pourquoi on va là, on le fait pas. Ils n'y vont pas. Et puis ils vont ailleurs surtout. Donc la rétention des talents derrière est un vrai enjeu. Vous les jeunes, quand vous étiez aux manettes de toutes les entreprises que vous avez connues, moi, j'ai toujours misé sur les jeunes et j'ai pas exactement la même expérience des jeunes de ce que j'entends de façon générale. Moi, les jeunes, j'aurais toujours donné une place qui était claire, j'aurais donné une rémunération qui était crédible et j'aurais donné des responsabilités qui étaient importantes. Je leur ai donné confiance et j'ai essayé qu'ils aient confiance en moi. À partir de ce moment-là, moi, je n'ai jamais rencontré de difficultés avec des jeunes plus qu'avec des seniors. C'était là une relation, une complicité professionnelle qui s'installait. Chacun avait sa place, chacun avait son positionnement, chacun était défendu dans son rôle, chacun respectait aussi celui qui était le chef et donc qui à la fin doit décider. Dans cette organisation-là, moi, je n'ai pas rencontré de difficultés avec les jeunes. Bien au contraire, j'ai toujours beaucoup misé sur des jeunes et ils me le rendent bien. Et je vois nombre de mes plus jeunes collaborateurs qui aujourd'hui occupent des magnifiques fonctions en France ou à l'étranger. J'en suis très fier.
Un chef, c'est fait pour cheffer. Vous vous rappelez de cette phrase de Chirac qui n'a rien à voir avec le sujet, mais pas loin. Merci. L'élégance n'est pas une option. C'est écrit par Frédéric Fougera. Les bons codes, Olivia Copin qui accompagne les managers sur ces enjeux, notamment d'intelligence émotionnelle. Et merci Samuel Tamagno, président France de Morgane Philippe, groupe RH 360, entrée, sortie et au milieu. Merci à vous pour ce beau débat. Et tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi.